Les maîtres de l'horreur, et oui, toujours là, interlude numéro 2, souvenez-vous, Souvenez-vous, qui dit interlude dit ludique. On est là pour s'amuser, on est là pour vous prendre par la main, à faire une petite ronde, la, on est heureux, on a tous visionné les métrages ensemble. C'est franchement très ludique. Ok, je suis Thibaut Turcat. Je suis Jérôme Bouvier. En fait, comme je me suis interrompu, j'arrive plus à retrouver le fil. Je suis perdu, perplexe, je suis noyé. Faut dire qu'aussi, on s'est quand même tapé la semaine dernière un épisode qui était quand même très chaud. On a fini la saison et la série avec un sacré épisode. C'était violent. Mais c'est violent. Mais on est là d'ailleurs. Pourquoi l'interlude ? Les maîtres de l'horreur, ça s'arrête. Il faut conclure. Il faut arrêter, Thibaut. C'est fini. Non, mais c'est fini. Mick est parti. Mick est parti, Mick n'est plus là. Non mais voilà, donc grosso modo, les maîtres de l'horreur, 2 saisons sur Showtime, on a vu les 26 épisodes, c'était le podcast. À la base, en commençant cette année, on s'était dit, c'est un podcast à durée limitée, on va faire 3 saisons, Maîtres de l'horreur saison 1, Maîtres de l'horreur saison 2, Fear Itself, et on aura fini en décembre. Évidemment, on a parlé 9 heures de John Carpenter, il y a des aléas de la vie, il y a plein de trucs, il y a le montage, etc. Il y a des films entiers à se taper. Des invités aussi. Des invités faut se caler sur les agendas de nos invités. Et donc, on les respecter, nos invités. On les respecte, on les remercie d'avoir joué le jeu. Bien sûr, d'avoir rejoint le podcast de l'année, évidemment, en 2024, parce qu'on finit l'année là-dessus. Joyeuse fin d'année à tous. Forcément, on n'a pas fini Fear Itself, donc le podcast n'est pas terminé. Néanmoins, il faut mettre un point final au maître de l'horreur, parce qu'à partir de maintenant, on ne peut plus dire que tel ou tel réalisateur n'est pas un maître de l'horreur, notre van préféré, parce qu'en fait, ce ne sont plus des maîtres de l'horreur, c'est Fear Itself. Mais voilà, on va conclure dans la bonne humeur, avec j'ai quelques questions pour toi, j'ai quelques fun facts, tu me connais, mais on va conclure en mode, qu'est-ce que c'était les maîtres de l'horreur, est-ce qu'on est content d'avoir revu cette série, etc. Alors moi, comme je l'avais déjà dit la première fois, les maîtres de l'horreur, cette série, je l'avais très bien noté sur IMDb, j'étais en mode, c'est cool. Parce qu'en fait, sur le papier, c'est vrai que c'était très cool d'avoir tous ces grands réalisateurs, ces mecs qu'on adore, avoir fait des épisodes de films de genre horrifique avec ce hashtag no limit à chaque fois, plus de gore, plus de boobs, et j'étais content. Mais en ayant décortiqué tous ces métrages de la série, et les mettre au diapason de leur filmographie, des fois florissante, des fois complètement Capharnaüm-esque, forcément, ça a été souvent de grosses déconvenues. Il faut l'avouer, il y a certains épisodes qui étaient déjà difficiles à regarder, difficiles à visionner, et puis des filmographies qui ont été assez compliquées pour moi. De remettre les mains dessus, de remettre les mains dedans, c'était pas forcément facile. Mais il y a eu quand même, heureusement, de très belles surprises. Oui, il y a eu des belles surprises. Et donc, on a déjà fait une mini-conclusion de la saison 1 avec l'interlude numéro 1. Là, c'est l'interlude numéro 2, donc il faut parler de la saison 2. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 2 ? On y arrivait, quand on a fini la saison 1, on se disait, saison 2, je me souviens pas du tout des épisodes. Que toi comme moi, on n'avait pas de souvenirs parce que les épisodes n'étaient pas marquants. On sait que c'était la saison qui contenait Pro-Life, l'épisode Nanar de Carpenter, qui est souvent cité comme un épisode horrible. Ouais, mais c'est un épisode que t'aimais pas et moi, j'avais pas souvenir d'avoir détesté. Ouais, mais bon, c'est le revisionnage, voilà, m'a ouvert les yeux. Mais voilà, est-ce que tu peux englober cette saison 2 dans un avis général, comparé à la saison 1 surtout. Dans l'ensemble, j'y vois un peu les mêmes défauts et les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'il y a quand même des volontés de faire des choses sympas, il y a des tentatives, il y a des ratages, il y a des épisodes brillants. Il y a franchement de très bons épisodes dans cette saison 2, mais il y a aussi, quand ce sont des foirages encore plus hideux que ceux de la saison 1. En fait, c'est les deux extrêmes. Il y a peu d'épisodes un peu mitigés au final, je trouve. Oui, je suis assez d'accord. Je dirais que les pires épisodes de la saison 1, je pourrais les revoir. Je pense au Toby Hooper, Eccleston, difficile, je l'avais vraiment haï. Mais les épisodes de la saison 2 que je n'ai pas aimé, ça va être dur. Washingtonians, V-Ward et Dream Cruise, waouh, je les déteste, quoi. On partage le même top 3 pire épisode de la saison 2, c'est sûr. mais ouais, la saison 1, pour moi, le meilleur épisode, c'était Pick Me Up de Larry Cohen. Si vous vous en souvenez, si vous ne l'avez pas vu encore, allez le regarder. Et j'ai fait le compte, j'ai aimé 7 épisodes sur 13 de la saison 1. Donc évidemment, comme toi, les maîtres de l'horreur, je me dis 7 sur 13, c'est à peu près comme à l'époque. J'ai l'impression que j'avais pas tout aimé dans la série. Bon, 7 sur 13, c'est à peine plus que la moitié, mais pas mal. Saison 2, saison où je m'attendais à une catastrophe ambulante, j'ai aimé 6 épisodes sur 13. Sans compter les épisodes, je dirais, médiocres que j'ai pas trop aimé, évidemment. 6 épisodes sur 13 où j'ai mis la moyenne, où je me dis, oh tiens, ça je le reverrai, pourquoi pas, etc. Mais donc, il n'y a pas un fossé énorme entre la saison 1 et la saison 2. Je dirais que le fossé énorme, c'est au niveau du gore, parce qu'on en a beaucoup parlé cette saison. C'est une saison beaucoup plus gore, même dans les épisodes qu'on n'a pas aimé, etc. Je pense à V-Ward de Dickerson, c'est très très gore, très très bien fait. KNB et surtout Howard Berger qui était sur toute la saison,
se sont vraiment poussés pour arriver à une saison plus gore. On sent que c'était une note de Showtime après la saison 1. Donc la saison 2 était évidemment surprenante. Je pense que la plus grosse surprise, c'est Toby Hooper, parce que j'en attendais absolument rien, et j'avais l'impression, après Dance of the Dead, que ça allait être encore pire, et j'ai franchement bien aimé l'ouverture de cette saison. Mon épisode préféré de la saison, c'est Le Chat Noir de Stuart Gordon, et de manière générale, je dirais que le meilleur réal de cette série, c'est Stuart Gordon. Alors, j'adore les deux, il y a Dario Argento, donc je peux pas oublier Dario, mais Stuart Gordon et Dario, en particulier Gordon, c'est quand même l'un des rares réalisateurs, je pense, à s'être parfaitement adapté à cette série. C'est-à-dire qu'il a fait des histoires qu'il avait envie de raconter sous un autre format, sans perdre la noirceur de ses histoires, parce que rappelons que dans la saison 1, il y a quand même un bébé qui meurt, ce qui est quand même un tabou énorme dans le cinéma d'horreur. Et puis, c'est surtout l'un des rares réalisateurs qui ne s'est jamais gentrifié, et donc en fait, il s'est jamais vraiment arrêté de tourner. Quand on regarde les filmographies de tous ces réalisateurs-là, même ceux qu'on a abordés pour la première fois cette saison, comme Dickerson et Peter Medak, etc., c'est des réalisateurs qui avaient complètement arrêté, quelque part, le cinéma, et qui galéraient soit à la télé, soit qui ne faisaient plus de films. Et Stuart Gordon, il a continué jusqu'à la série, et en plein milieu de la série, il a sorti Stuck. Donc en fait, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il avait le vent en poupe, et qu'il avait la vibe. C'est pas un mec qui avait perdu la notion de tournage, et surtout perdu la notion de tourner avec peu d'argent. Parce que d'autres réalisateurs, on a prouvé, n'y arrivaient plus du tout. Les Carpenter, les Landis, les Dante, ils étaient arrivés à un autre niveau de leur cinéma. Et pareil pour Dario Argento, qui, malgré la qualité de ses films des années 2000, on est revenu en long et en large là-dessus dans la saison 1, mais c'est vrai que lui, il continue à tourner, quoi. Il n'y a pas non plus de fossé de 10 ans entre son précédent film et les maîtres de l'horreur. Donc, la gymnastique de tournage était encore acquise chez eux, et c'est pour ça que pour moi, Gordon et Argento, on doit les applaudir, parce qu'ils ont fait 2 excellents épisodes, 2 très bonnes saisons, qui font partie de leur cinéma. Moi, je te rejoins totalement. J'ai même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce qu'effectivement, je suis en train de regarder. J'en viens à la même conclusion que toi. C'est-à-dire que Argento a signé là deux des meilleurs épisodes de la saga, qui sont très percutants, ultra gore. D'ailleurs, on y reviendra, mais c'est peut-être les effets les plus percutants et gore qu'il y a dans l'épisode de la saison 2 de Dario Argento. Et Stuart Gordon, effectivement, très passionnant, très prenant, des histoires vraiment, vraiment géniales, finement écrites. Et en plus, dans la saison 2, il nous offre un très très bel hommage à Edgar Allan Poe, qui est peut-être une des plus belles déclarations d'amour à Edgar Poe qu'il ait pu faire. Et franchement, merci Stuart Gordon, paix à son âme. Et pour avoir effectivement épluché les 2 filmographies, c'est des réals qui ont quand même travaillé, qui ont besogné encore après ça. Non mais oui, voilà, c'est ces 2 réalisateurs, je pense, qui ont vraiment su utiliser les maîtres de l'horreur sans cynisme, vraiment en mode tiens, on va essayer de continuer ce qu'on fait à côté. Mais je suis comme toi, hein. J'en suis à 6 épisodes que j'aime vraiment dans cette saison 2. Mais on n'aura peut-être pas les mêmes. Je sais qu'on va avoir un désaccord sur un réalisateur. Ah non, mais c'est le moment. Enfin, moi je vais pas tous hésiter. Vous avez écouté la saison, hein, moment de vérité, ouais. Bah oui. Mais non, mais si t'as envie c'est le moment de mentionner des choses, mais Non, mais c'est vrai que si je regarde bien, j'ai beaucoup aimé celui de Toby Hooper. On en avait parlé. C'était même une grosse surprise. Celui de John Landis, très réjouissant, très fun. J'avais vraiment apprécié aussi. Bien aimé et j'ai adoré l'épisode Peltz de Dario Argento. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, c'est peut-être parmi mes préférés de Dario Argento, toute œuvre confondue. Joey Dante, je sais qu'on s'était beaucoup bagarré là-dessus. Ah oui, c'est vrai que moi je l'aime pas, par exemple. Voilà. Et Talal non plus. Notre invité Talal Selami, le réalisateur de Ashura, n'aimait pas non plus. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Right to Die de Rob Schmidt, très angoissant, très flippant, qui fait appel aussi à des choses qui sont viscéralement très douloureuse. Et puis The Black Cat de Stuart Gordon, qui est parmi le haut du panier de la saison 2. Voilà, donc Peltz et Black Cat, le haut du panier, évidemment, avec juste un petit peu en dessous The Damn Thing et Family, et après les 2 autres que j'ai cités. Et est-ce que, là, parlons de la série de manière générale, bon, il faut se souvenir de la saison 1, je sais que pour toi ça va être compliqué, c'était il y a quelques mois déjà, la mémoire flanche. C'est surtout que je suis vieux, donc moi j'ai beaucoup de mal. Après, voilà. C'est le problème en fait, avec c'est pas qu'on devient gâteux, mais en fait on a du mal à articuler, on a du mal à s'exprimer. Moi j'ai eu quand même beaucoup de mal, je pense que les producteurs s'en sont rendus compte, parce que Thibaut fait beaucoup de coupes dans le montage, parce qu'il y a des moments en fait je m'essouffle, je perds le fil, et donc il faut féliciter, il faut mettre des applaudissements. J'espère que tu vas retrouver ça sur ton pad, parce que tu fais un énorme travail de montage là-dessus, parce que je suis particulièrement pénible à monter. Non mais voilà, encore une intervention étrange de Jérôme Bouvier. En tout cas, est-ce que tu as une performance dans cette série que tu aimerais mentionner aujourd'hui ? Pas que dans la saison 2, encore une fois. Saison 1, saison 2. Bah, bizarrement, un acteur que j'aime beaucoup, quand même, et je pop là-dessus parce que je revois sa tête, c'est George Wendt dans l'épisode Family. Moi, j'adore cet acteur. C'est le voisin dans House de Steve Miner, donc beaucoup de sympathie pour ce mec, et je trouve qu'il est excellent dans son rôle de psychopathe, de tueur en série. Il est génial. Moi, je lui avais décerné en plein épisode la palme, et vous étiez tous les 2 d'accord avec moi, donc notre invité René Manzor et toi-même, Christopher Lloyd, dans La Muse. Performance incroyable. C'était sa 3e collaboration avec Mick Garris,
éblouissant dans un épisode que j'ai trouvé très agaçant à regarder en plus. Est-ce que tu as une performance d'actrice qui te vient en tête ? Moi, c'était Brie Turner dans La Survivante, qui est un épisode qui, alors notamment notre invité Jess Lordy, c'est un épisode qu'elle adore, qui était l'ouverture de la série, que peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais dans ma tête, j'étais pas trop emballé par l'épisode, j'étais en mode oui, bon, il y a une idée sympa, mais l'épisode tourne en rond, mais il faut avouer que l'actrice est excellente, et il y a ce double jeu de victime ou bourreau, qui fait que c'est vrai que c'est un rôle qui tient l'épisode, et c'est rare dans cette série qu'une femme tienne l'épisode, et elle l'a fait haut la main dès l'ouverture de cette série. Bah moi, c'est Lindsay Pulsifer dans l'épisode Fair Haired Child de la saison 1 des Maîtres de l'horreur. C'est un personnage pour lequel on craint beaucoup pour sa vie, et le fait qu'elle soit enfermée par ce couple de psychopathes mélomanes avec ce garçon qui est avec elle en fait la relation qu'elle noue avec lui et la conclusion de l'épisode, elle était vraiment tout à l'avenant. C'est-à-dire que franchement, je trouve que sa performance d'actrice est vraiment très bonne dans cet épisode-là. C'était vraiment une belle surprise. Je la connaissais pas du tout, et franchement très très bien. Et au niveau des pires acteurs et des pires actrices, alors ça te donne quoi ? Bah, je pense que exactement comme toi, la pire actrice, c'est l'enfant de Georges le Cannibale, Washingtonian. Désolé, elle est absolument ignoble. Je crois que c'est la pire parce qu'elle fait des regards caméra, elle ne sait pas jouer les émotions. Bah, après, le regard caméra est assumé. Hein. Oui, je sais, mais elle surjoue les émotions. Ouais, horrible. C'est juste ni fait ni à faire. Et toi, le pire acteur. Et alors, il y a beaucoup de blanc-bec dans cette série. Pour moi, ça va être difficile d'en choisir un. Entre V-Ward mais comme là, je l'ai vraiment dans ma mémoire, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, celui de Dream Cruise, Gilbert Lillis ou Gilbert, c'est comment son nom, lui ? Daniel Gillis. Gilbert Lillis. C'est pas Gilbert Lillis. Gilbert Gottfried. Ce n'est pas Gilbert Lillis, c'est Daniel Gillis. Tant pis pour lui. Mais bon, voilà, lui, il m'a saoulé. Trop de flotte, trop d'eau. Et son interprétation, on l'a déjà dit, catastrophique. Horrible. Moi, je dirais dans cette saison, celui qui m'a le plus agacé, c'est Elliot Gould dans Screwfly Solution. J'ai trouvé épouvantable. Il était pas du tout dedans. Moi, je le défendais, lui. Mais je sais. Donc, je vais pas choisir lui. Je vais choisir vraiment une performance qui m'a gâché l'épisode. C'est Billy Drago dans La Maison des Sévices, Imprint. J'ai trouvé horripilant. On n'y croit pas une seconde à cet acteur. Je n'aime pas cet acteur. Je n'aime pas le culte qu'il y a autour de lui. La performance centrale de l'épisode que tu es supposé suivre est catastrophique. Donc, Billy Drago m'a gâché Takashi Miike. Et en termes de gore, donc on a parlé de KNB, bravo encore à Howard Berger et Nick Otero, même si Nick Otero était très rarement sur le tournage. Je crois que c'est vraiment Berger qui a fait les 2 saisons. Est-ce que tu as un effet gore, une mise à mort qui te vient en tête ? Le piège à loup dans Peltz, parce que c'était celui qui m'a le plus marqué. Il m'est resté vraiment longtemps en mémoire. Donc voilà, c'est absurde, mais le mec qui se fout la tête dans le piège à ours et qui lui ouvre la tête en deux, moi c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, dans mon souvenir, ça s'est un petit peu galvaudé parce que j'avais souvenir que c'était beaucoup plus gore, beaucoup plus violent, mais bon, voilà, ça reste quand même assez graphique, c'est très bien fait, quoi. Donc ouais, cette mort-là est très très gratinée. Voilà. Il y a aussi donc l'épisode du cadavre fondu avec de l'acide dans la baignoire dans l'épisode Family de John Landis. Moi, en termes d'effets, de qualité d'effets, Eccleston m'avait marqué. Il y avait eu un truc à la Romero que j'avais bien aimé dans le cimetière, mais je crois que c'est dans un épisode que je n'aime pas. Pourtant, c'est la décapitation de V comme vampire. Je l'avais trouvé vraiment saisissante, j'avais trouvé l'effet incroyable et franchement c'était assez ouf, même si je dois avouer qu'en termes de mise à mort et d'originalité de mise à mort, outre Peltz, je vais pas le citer, ce que tu as cité, mais il y a les ciseaux dans Peltz, etc., mais c'est le marteau dans Damn Thing de Toby Hooper, quoi. Cette scène au marteau, je m'y attendais pas, ouverture de la saison, premier épisode que je regarde, je dis oh putain, ça envoie du lourd, et franchement respect. En termes de chiffres, malheureusement, comme c'est sur Showtime, je n'ai pas d'audience, contrairement à Fear Itself où j'ai toutes les audiences semaine après semaine, etc. Là, j'ai pas d'audience. Je peux vous dire que voilà, Les Maîtres de l'horreur, c'était le 2e show le plus populaire de Showtime à l'époque. La série a duré du 28 octobre 2005 au 2 février 2007. En termes de récompenses, il y en a eu, notamment aux Emmy, les Emmy Awards, donc les 7 d'or de la télévision américaine. En 2006, la série a gagné meilleur thème musical. Tu te rends compte ? Le thème de Edward Shimur. Donc on peut féliciter Fabien Labonde qui nous a fait un très très... Non, on l'a pas assez dit. Fabien Labonde qui nous a fait une très très belle musique pour notre générique de notre podcast. Oui, qui est donc un semi-plagié, rendu hommage à Edward Shimur et son thème magnifique des Maîtres de l'horreur et ce générique très kiffant. À l'époque, il a battu Prison Break et Rome.
Et en 2006, il y avait aussi une nomination, meilleure composition musicale, Richard Band, pour Le Cauchemar de la sorcière. Richard Band qu'on a beaucoup mentionné, parce qu'il est un de ceux qui a fait des très belles partitions pour cette série, battu par 24 heures chrono. Dans les cérémonies, disons, un peu moins importantes, on a les Saturn Awards, où la série gagne en 2006 meilleure série, en égalité avec Triangle, voilà, mais pas le film de Christopher Smith. Et en 2007, il gagne meilleure sortie DVD en coffret, DVD pour une série. Et à CGS, figure-toi, qu'en 2006, ils avaient rentré les épisodes diffusés là-bas comme des films en fait. Homecoming, Vote ou crève, a gagné meilleur scénario pour Sam Hamm et le prix du jury. Qui, selon toi, a le mieux soigné et le moins bien soigné son après-maître de l'horreur, parce que certains réalisateurs ont profité finalement de ce succès, du fait de revenir sur le devant de la scène pour enchaîner avec leur carrière. Donc j'ai noté évidemment les films d'après, j'ai essayé de noter que les films cinéma, dans certains cas c'était difficile, mais donc parfois il y a des années qui se passent, il y a des téléfilms entre, mais ça donne une idée de qu'est-ce qu'ils ont fait tous après. On a Don Coscarelli qui a fait John Dies at the End, Stuart Gordon qui a fait Stuck, Toby Hooper qui a fait Gin, Dario Argento qui a fait Mother of Tears, Mick Garris qui est retourné à la télé pour Bag of Bones, Joe Dante qui a fait The Hole 3D, John Landis Burke and Hare, John Carpenter The Ward, William Malone Parasomnia, Lucky Maki The Woman, John McNaughton The Harvest, Takashi Miike Sukiyaki Western Django, Ernest Dickerson Double Play, Brad Anderson Transsibérien, Rob Schmidt Alphabet Killer, Tom Holland, Rock Paper Scissors, Peter Medak, Ghost of Peter Sellers, Norio Tsuruta, Orochi, et on salue, rest in peace, Larry Cohen. Est-ce qu'il y a un film qui te vient en tête là où tu dis ah c'est vrai que lui c'est-à-dire qu'en fait Stuart Gordon, pour moi c'est celui qui a quand même très bien réussi son retour devant la caméra, c'est-à-dire que Stuck était effectivement brillant, on en a parlé et j'avoue que c'est un film qui m'avait emballé et je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt lui qui s'en sort bien, suivi de près par Dario Argento qui lui aura persévéré dans le mauvais goût, dans le grotesque, dans les outrances, mais jusqu'à finir avec un Occhialineri qui est quand même assez respecté et assez respectable. Dario Argento, Mother of Tears, j'aime pas ce film, mais c'est l'un des seuls réals de cette liste où le film d'après est vraiment l'année d'après Les Maîtres de l'horreur. Il a travaillé avec des scénaristes des Maîtres de l'horreur d'ailleurs, ce fameux duo. C'est celui qui a le mieux, en fait, qui a vraiment profité des Maîtres de l'horreur et du fait de partir à l'international, etc. Je dirais que dans cette liste de films-là, j'ai pas envie de dire Peter Medak parce que, c'est quand même des années plus tard, c'est 11 ans plus tard, Ghost of Peter Sellers, même si je pense que le documentaire est exceptionnel. Mais Takashi Miike, Sukiyaki Western Django, c'est un film où il s'est ouvert au monde avec un peu la hype des Maîtres de l'horreur, le buzz autour de Imprint. C'est un Django sous acide. Et c'est un film que je vais revoir. Donc, outre Stuart Gordon, je sais pas si c'est le même code, mais je dirais que Takashi Miike a fait une bonne sortie des Maîtres de l'horreur. La pire, je suis désolé pour lui, j'en ai rien à foutre que ça soit pas son montage, pas la même musique. Au bout d'un moment, on peut pas polir une merde. Je suis désolé. Toby Hooper, Gin, quoi. Irregardable. Film irregardable, et je ne crois pas une seconde qu'il y ait une version géniale de ce film. C'est que il y a peut-être une version moins pire, mais c'est une catastrophe. Une version géniale, comme on dira dans les autres sphères. Moi c'est Carpenter, quoi, parce que Papy Carpi, il sniffe la carpette. Non mais il sniffe la carpette, quoi, parce que The Ward, c'est juste ni fait ni à faire. C'est une film. Ce film est affreux, quoi. Il y a juste le générique avec l'intertitre qui apparaît que je trouve stylé, mais après le reste ça. C'est vrai que je me souviens, on l'a vu ensemble. Ah oui. Et tu t'es extasié juste parce qu'il y avait la police de Carpenter en mode 3D, ça avance à l'écran. Je trouvais que c'était stylé, mais après ça, c'est une catastrophe. Donc oui, Carpenter, en fait, je pense que c'est celui qui a fait le truc le plus improbable à la sortie des Maîtres de l'horreur. Et on voit que le mec, il n'a plus rien à foutre. Donc en fait, voilà, moi c'est vraiment celui qui m'a le plus énervé. Mais tu as raison aussi de citer Gin, qui était une catastrophe aussi, mais c'est bizarre parce que Toby Hooper, ça faisait déjà un moment qu'il était dans les trucs complètement ratés, qu'il était dans des films vraiment mi-figue mi-raisin, médiocres. On a fait sous sa filmo, c'était très douloureux. Non mais genre, je pense The Ward, je le reverrai pas, mais Gin, c'est sûr que je ne le reverrai jamais ce film. Enfin, tu vois, j'ai fait le film que je pourrais jamais revoir. Et je dis ça, il y a Alphabet Killer dedans, il y a Rock Paper Scissors, mais bon, fallait en choisir un. Mais oui, et après, en plus, Gin n'est pas tout de suite après Les Maîtres de l'horreur, c'est des années après aussi. Donc voilà, mais bon, ça fait une liste, et on revoit la liste de réalisateurs, c'est quand même assez incroyable, toutes les filmos qu'on s'est tapés cette saison, quoi. Quelle est la filmo, d'ailleurs, de mémoire, la filmo qui t'a le plus passionné, où tu t'es plus dit, ah, c'est cool de faire ça. Larry Cohen, j'avoue que c'était la plus jouissive, c'était la plus fun. Moi, je dirais Tom Holland.
tout le monde, j'ai kiffé voir sa filmo. J'avais vu très peu de ses films en fait, et toutes ces années 80-90, je les avais pas vus, et c'était assez marrant. Et même Rock Paper Scissors que j'ai défoncé est un film que je sens que je pourrais revoir autour d'un verre avec toi, mon coloc ou autre. Genre putain, c'est tellement nul que ça devient fandard quoi. En tout cas, maintenant, il faut parler de l'après Maître de l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas de saison 3? Mais figure-toi qu'il devait y avoir une saison 3. Là, je vais te révéler plein de choses. Là, tu vas tomber des nues. Mick Garris avait un accord avec Guillermo del Toro et Wes Craven pour la saison 3. C'était les deux qu'il avait en tête, sachant que Sam Raimi et George Romero étaient encore dans sa wishlist. Sam Raimi, il essayait vraiment de l'avoir. Un de ceux qui ont refusé en mode je ne suis pas un réalisateur de cinéma d'horreur, je suis un auteur, David Cronenberg. Quel connard. Putain. Cosmopolis, quoi. Qui retourne faire ses films avec des connards dans une limousine. Allez, vas-y. Ouais. Qui fait quelle prétention? Non, mais je suis pas un réalisateur de films d'horreur. Bien sûr que non. Non, bien sûr. Tu n'as pas commencé dans le cinéma bis canadien. Frisson, Rage, Scanners, merci, quoi. Comment on en vient à Fear Itself? D'ailleurs, Mick Garris a encore un souvenir amer de cette aventure. Grosso modo, la société de production IDT est vendue à Starz, qui est une autre chaîne privée des médias américains. Et les producteurs que sont Keith Hadith, Maurice Berger et Stephen Brown vendent le concept d'épisode réalisé par des gens connus du genre à une autre chaîne, NBC, qui est une division de Universal et une chaîne publique, donc une chaîne beaucoup plus propice à l'autocensure et la censure, etc. Et la chaîne NBC commandite Lionsgate pour faire cette nouvelle série / saison. Lionsgate, donc société de production notamment de Saw, entre autres, et ils vendent aussi donc le fameux Masters of Science Fiction, où il y a quasiment aucun réalisateur maître de science-fiction qui réalise ces épisodes-là. À la base, Mick Garris fait partie de la team. Il est déçu comme tout le monde que ça quitte Showtime, il comprend pas, mais apparemment voilà, c'est pas son choix, c'est que la société de production qui détient les droits est allée faire un meilleur deal ailleurs, soi-disant, ils sont attirés par la thune. C'est lui qui trouve le titre Fear Itself, parce qu'ils peuvent pas l'appeler Masters of Horror, et il supervise les premières versions des scripts des 13 épisodes. Donc il est impliqué dans la série. Il y a une grève des scénaristes de la WGA qui pointe, pour ceux qui s'en souviennent, grosso modo, ça nous a donné Transformers Revenge of the Fallen et une très mauvaise saison de Lost. C'était à l'époque où c'était grosso modo le gros bordel dans les scénaristes et ça s'est vu des années plus tard. La grève des scénaristes pointe le bout de son nez et grosso modo, la société de prod et la chaîne veulent arnaquer tout le monde en engageant des scénaristes canadiens hors Union pour réécrire les scripts des scénaristes américains. Mick Garris dit « Je fais partie de la guilde. Je suis en grève. Je refuse totalement ce que vous allez faire. » Et il part de la série. Il laisse l'argent de côté. Il garde son nom dessus, mais il veut plus avoir quelque chose à faire avec eux. Il dit « Les nouvelles versions des scripts sont à chier. Seul Stuart Gordon a tiré un peu son épingle du jeu. J'ai vu à peu près la moitié des épisodes, mais c'est tout. Fear Itself, ça reste très très dur pour moi d'en parler. C'est hallucinant. On a enfin la vérité. Et c'est Mick Garris qui l'a révélé cette année dans une interview YouTube que j'ai regardée. Ah d'accord. C'est fou. Ils ont essayé de le niquer, ils ont essayé de niquer le système en mode oh, on s'en fout, on va le faire réécrire par des Canadiens quoi. Bah le gros patronat quoi. Rien à foutre des employeurs, rien à foutre de voilà. On est que des larbins. Bienvenue dans le monde. La série Fear Itself débute le 5 juin 2008. Il diffuse seulement 8 épisodes parce qu'en fait, il y a les Jeux Olympiques de 2008 l'été et NBC est diffuseur officiel aux États-Unis. Et ensuite, les 5 autres ne seront jamais diffusés. Il faut attendre le coffret DVD 1 an plus tard avec les épisodes non censurés en 2009 pour que les épisodes soient disponibles. C'est une catastrophe. Ça finit vraiment comme une catastrophe. C'est genre, en plus, des épisodes qui durent 40 minutes lambda. Bien sûr, quoi. qui sont plus format télé. NBC est une chaîne et puis, je crois que c'est même avec la télévision. Ils sont même pas interdits au moins de 16 ans, c'est interdit au moins de 12. En fait, nous, on a la chance d'avoir... Alors, en DVD, on a la chance d'avoir les versions non censurées. Donc, nous, on va voir la version intégrale. Vous faites des director's cut, mais la télé, c'est des 42 minutes, entrecoupées de 4-5 pubs, ce qui donne 1 heure dans le créneau de diffusion américain. Mais oui, lancement en juin 2008, c'est une catastrophe aussi pour une série d'horreur. Faut lancer ça en septembre ou en octobre. C'est complètement con. Puis avec Halloween, bien sûr. Donc c'est une expérience douloureuse et coûteuse pour Mick Garris qui continue son envie d'anthologie. Il y a Nightmare Cinema dont on a parlé, qu'il essaye à la base de vendre comme une série avec un pays par épisode. C'est pour ça qu'il y a 3 réalisateurs étrangers, outre Garris et Dante, dans les réalisateurs de Nightmare Cinema. Et même en 2023, avec Clive Barker, ils essayent de vendre une série d'anthologie à Shudder, l'équivalent de Shadows
aux États-Unis. Malheureusement, Shudder refuse le projet parce qu'ils ont des petits problèmes de financement. Donc, c'est pas Shudder qui a fait la série Creepshow finalement. Si, mais apparemment, la proposition de Mick Garris est trop coûteuse pour Shudder. Parce que Creepshow, ça dure, ils en sont déjà à 4 saisons, quoi. Bah, je suis pas au courant des contrats, moi. Je sais pas combien Nicotero a... T'as déjà regardé la série Creepshow? Non, toujours pas. Ouais, je suis sur les comptes de la crypte en ce moment. Ah oui, monsieur est sur les comptes de la crypte. À l'ancienne. Super, voilà. Voilà ce qui s'est passé avec Fear Itself, qui sera donc la 3e saison de notre podcast, et il est temps de parler parce qu'il y aura vraiment une 3e saison de ce podcast avec un taux de commentaires par auditeur absolument un naufrage absolu de commentaires et de réactions, mais on ne vous en veut pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a arrêté de vous faire chier semaine après semaine pour poster vos commentaires, il y en a plus, hein. Bref, on sait que vous nous écoutez, on a les chiffres. Donc où êtes-vous? Enfin, et je sais que Fred de Podsac, donc White Gunslinger, écoute notre podcast, mais il ne se manifeste pas assez dans les commentaires, mon cher Fred, qui d'ailleurs, en l'occurrence, a sorti un livre sous un pseudonyme qui est Paul Artois. Et le livre s'appelle Le Désosseur de Saint-Just. Donc il est disponible en ligne, sur, je crois que c'est sur Amazon. Et il y a eu des retours plutôt très positifs sur ce bouquin, donc je vous conseille d'y jeter vos yeux. Surtout que j'ai lu les premiers ouvrages de Fred. À l'époque où nous étions étudiants, il a écrit des bouquins. Et donc je les ai lus avec Tony, avec Floydus de Podsac. On a donc été parmi les premiers lecteurs des ouvrages de notre ami Frédéric. Donc voilà, donc bravo à toi mon cher Fred, bravo à Paul Artois et bravo au Désosseur de Saint-Just. Et on embrasse Fred et Tony qui sont les bienvenus quand ils veulent dans ce podcast. Mais carrément. Parce que vous avez remarqué cette saison, on a eu des invités, d'ailleurs on les remercie infiniment. On a eu des réactions en off ou de quelques auditeurs qui nous ont envoyé des messages qui ont tous été ravis d'entendre des personnes comme Talal, comme Jess, René Manzor, Christophe Cosins d'Excesio Film, Lionel Grenier et son ouvrage sur Toby Hooper qu'on attend avec impatience, Philippe Ross quand même, qui était là, que tu as cité dans la saison 1 sans savoir qu'il viendrait dans la saison 2, c'est Exactement. Quand même fou, hein, celui qui t'a donné l'amour du cinéma de genre. Ouais. Et puis aussi Philippe Gage, quand même, du Point Pop, là franchement, très belle participation aussi avec nous. On a voulu se faire ce kiff de les recevoir, et ça a très bien marché. Et donc du coup, pour la saison 3, l'idée est évidemment de faire revenir certains invités, d'en avoir des nouveaux. Qui va venir avec nous parler de la saga des Tours Mortels, nous ne le savons pas encore, mais c'est notre envie pour Fear Itself. Donc on a envie de continuer. Voilà, c'est pas votre absence de commentaires qui va nous arrêter, loin de là. Parce qu'on sait que vous nous écoutez. Plus en plus de poditeurs. Le mois d'octobre était notre record d'écoute, donc des mois après le lancement du podcast. On sait qu'on parle à une niche, hein, c'est un podcast de niche, même si c'est le cinéma d'horreur et des grands réalisateurs, mais c'est vrai que l'approche avec cette série, voilà, on sait que c'est un podcast de niche. Mais on sait qu'on a les auditeurs, on sait que vous êtes là, et on vous remercie infiniment. Néanmoins, on est décivé. Moi, je suis décivé. Moi, je refais le même discours qu'à l'interview de la saison 1. Je suis dead. Voilà. J'ai pas envie de me noyer à nouveau dans une croisière sans retour, mon cher Thibaut. Et moi non plus, ni de dire au revoir à une famille recomposée. Si tu veux, on va tous les faire. Je vais te laisser faire le podcast tout seul désormais. J'annonce ici mon départ tu fais une Jospin. J'annonce ici mon départ du podcast Les Maîtres de l'Horreur parce que je n'en peux plus. Mais ça tombe bien parce que la saison 3 c'est Fear Itself, donc tu seras présent néanmoins pour le podcast Fear Itself. Non mais voilà, l'idée on va garder le feed évidemment actif. C'est un arrêt temporaire, on reviendra. C'est juste que là, petite pause, plein de projets perso, plein de projets pro aussi à mener. C'est vrai que c'est un podcast où on s'investit énormément dans le temps de prépa et aussi dans le temps de post-prod. Et du coup, c'est vrai que là, on ne se voit pas continuer immédiatement. Il faut un peu prendre du recul, il faut apprécier à nouveau faire les épisodes et préparer les filmos, surtout que c'est avec des réalisateurs complètement nouveaux qui ont des filmos longs comme le bras. Hein. Le pire, merci. Voilà. Merci Darren Lindell-Boozman. Mais on a envie de faire cette saison. C'est juste qu'on a envie de le faire quand on en a envie. Voilà. Mais c'est pas dramatique ce qu'on dit. C'est vraiment juste... Au printemps, sous le soleil, à la plage. Voilà, c'est ça. Donc on va prendre une pause de quelques semaines et on reviendra... Quelques mois. Quelques années. On reviendra à un moment donné, il y aura Fear Itself. Non mais bref, bon oui, papy est fatigué, voilà, vous comprenez, papy a besoin de vacances. Mais le plan a toujours été arrêté dans le temps. On veut faire la saison 3 Fear Itself. On veut faire un épisode spécial Nightmare Cinema et on veut conclure avec une interview du grand Mick Garris et de lui parler de cette série et de comment on l'aperçoit aujourd'hui. Donc c'est toujours le plan, c'est juste que Fear Itself arrivera dans quelques semaines, quelques mois. Mais je pense aussi c'est parce que c'est le podcast de l'année, quoi. C'est le podcast de l'année 2024 et on peut pas juste arriver en 2025 et commencer à dire non, il faut laisser un peu le temps
aux gens de digérer ce podcast avec beaucoup d'infos. J'espère que vos wishlists de Noël se sont remplis grâce à nous et vous ne savez même plus quel film regarder tellement on parle de films. Et si vous êtes dans la région centre, sachez qu'il y a un coffret de la saison 1 de Maître de l'horreur à 66€ dans un Easy Cash qui se cache pas loin de Dreux. J'adore. Et Je l'ai vu. Excusez-moi, voilà, anecdote culte, on va finir là cette saison pour vous dire à quel point il est crevé ce mec. Donc j'ai dit de nombreuses fois que j'avais trouvé le coffret dans le prologue. Hein. J'avais dit j'ai trouvé les coffrets. Le prologue c'était en janvier. J'ai trouvé sur le Bon Coin. Je les ai achetés. C'est vrai qu'ils sont assez rares à trouver, mais on peut les trouver à 20, 25 €. Il m'annonce qu'il a trouvé le coffret à la 101 et après il me dit le prix comme si j'allais sauter de joie, genre oh seulement 70 € pour voir cette série où j'aime 7 épisodes sur 13. Bah vas-y, j'y vais direct. Alors que je viens de parler de la saison 1. Là je la revois pas avant 10 ans cette saison. Et il était content. Voilà, c'est Jérôme Bouvier pour vous. Mais oui. Mais bon, Jérôme, c'était en tout cas un plaisir de partager ces semaines et ces heures. Ça s'est senti, hein. Ça s'est vu. Hein. Avec toi. Mais on se charrie uniquement par amour. C'est ça que les gens semblent ne pas comprendre. Et si, tout le monde le comprend. Personne n'est dupe. Mais ouais, c'était un plaisir de replonger dans ces filmographies. Il y a des épisodes que j'ai adoré faire avec toi. Il y a des épisodes t'es venu avec les mains dans les poches, t'en as rien à foutre. Les épisodes t'as été invité, c'est quand même... Jérôme Bouvier, le touriste. Non, j'ai vu aucun film par rapport à la saison 1, j'arrive. Norio Tsuruta, j'ai vu un de ses films, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pour ça qu'on aime Jérôme. Il vient avec ses petits il vient avec ses petites rivières et demi. Il fait des trucs pendant que je parle, ça s'entend au micro. On l'adore, c'est Jérôme Bouvier, quoi. Non, mais il faut reconnaître que c'était très drôle. Ton thème musical. C'est Jérôme. Eh oui. C'est pour ça qu'on m'aime. Non mais sérieux, je le reconnais qu'il y a des moments c'était waouh, c'était chaud. Mais c'est quand même beaucoup de travail, c'est ça aussi. Et puis avec la vie que l'on a à côté, c'est lourd. Oui, on va pas revenir là-dessus, c'est bon, là, restons sur une note positive. Voilà. L'année se termine dans quelques jours pour les auditeurs les plus assidus qui écoutent ça le jour de la sortie. On vous remercie infiniment pour vos écoutes, on fait ça finalement pour être écoutés, et on apprécie qu'il y ait des gens qui écoutent le podcast, qui soient dans le train, qui soient aux toilettes, qui soient en train de faire la vaisselle, et qui soient même face à moi en train de m'écouter parfois déblatérer et utiliser des mauvaises expressions en anglais, et surtout le poditeur numéro 1 qui est Jérôme Bouvier, qui entend toutes les conneries que j'ai à dire avant le montage. Évidemment. Et même après le montage, parce que j'en dis beaucoup. Je suis témoin. Merci. Et je suis témoin des coupes. Merci. Je me rends compte. Allez, il y a un ratio de 1/2 de coupes par épisode. Ah bah, c'est ça qui imaginez des épisodes déjà longs avec 1/2 de plus, et vous avez le podcast tel qu'on l'enregistre. Vous comprenez aussi pourquoi on a besoin d'arrêter quelques temps. Est-ce que tu as une dernière recommandation, une dernière envie de cinéma à recommander aux gens? Une fameuse édition qui sont derrière moi, tu adores les citer. Il y a le coffret Arrow de la tétralogie Critters, comme dirait notre ami René Manzor, Critters. Et en fait, voilà, c'est sorti et j'ai hâte de mettre la main dessus parce que je suis fan des Critters. Oui, j'avais eu la chance de les voir en Blu-ray parce que moi j'ai le coffret Scream Factory depuis des années, et notamment Critters 2 de notre cher Mick Garris. Merci à tous en tout cas pour cette saison, merci pour ce podcast, abonnez-vous, laissez des commentaires, notez-nous sur les plateformes où vous écoutez, on voit aussi les notes, ça permet à l'algorithme de remonter le podcast dans les moteurs de recherche, etc. Et puis on vous dit à bientôt, à tout bientôt pour Fear Itself avec des invités qui sont déjà calés, et puis continuez à regarder du cinéma d'horreur en tout genre, que ça soit des classiques, que ça soit des ressorties Arrow, que ça soit chez ESC, Carlotta et autres éditeurs, et allez voir des films d'horreur au cinéma. Ce qu'on peut conclure, oui, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on a lancé ce podcast dans une année de cinéma extraordinaire en termes de cinéma d'horreur. Je parle pas de qualité, alors on va pas citer notre avis sur les films, mais il y a énormément de films d'horreur qui ont cartonné, qui ont déchaîné les passions, des surprises. Il y a Terrifier 3. C'est quand même une année où Terrifier 3 a fait interdit interdit au moins de 18 ans, a fait un succès hallucinant en France, alors personne n'avait entendu parler de cette franchise. Et qu'il a détrôné, il a détrôné des films réalisés par des grands noms, quoi, comme Kevin Costner, des choses comme ça. C'est vrai que c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et puis il y en a plein d'autres. Hein. C'est l'année de Smile 2, c'est l'année de Substance, c'est l'année de films très gore. C'est l'année des outrances visuelles, des outrances gore, de la transgression, de la provocation. Donc c'est vrai que c'est une année riche en films d'horreur, des fois particulièrement nuls, et des fois des films qui sont particulièrement passionnants, comme par exemple Smile 2 qui a réussi à me réconcilier avec Smile 1. Mais ouais, bon, on en oublie plein. First Omen, hein, tu l'as beaucoup recommandé aussi cette année. Oui. Mais voilà, je trouve que c'est une année extrêmement riche en cinéma d'horreur, que ce soit de la série B, que ce soit du film fun, du film de studio, du film gore, du film moins de 18 ans, du film récompensé, du film d'auteur. Et ça fait du bien de voir le genre en forme, parce qu'il ne faut pas plébisciter uniquement l'aspect du genre qui nous plaît, parce qu'on aime les films d'auteur d'horreur, qu'il ne faut qu'il y ait que ça sur grand écran, il faut que tout le genre existe.
Et maintenant, il existe sous plein de formats différents et les films sortent de plus en plus souvent en salle en France ou directement sur Shadows. On recommande encore une fois Shadows qui sort beaucoup d'exclus aussi et beaucoup de films qu'on aborde dans le podcast sous plein de formats différents. Ouais, court-métrage, long-métrage, il y a carrément du choix. Documentaire, donc voilà. Shadows, allez au cinéma voir des films d'horreur et on se retrouve pour Fear Itself, la 3e saison non officielle de Migaris qui n'a finalement pas bossé dessus dans quelques mois. Ciao à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Et à bientôt.